Mustafa Kemal naît en 1881 à Salonique, au sein d'une famille modeste qui lui fait suivre, dès l'âge de 7 ans, un enseignement exclusivement militaire. L'Empire ottoman est alors un homme malade. Sujet aux appétits des grandes puissances, il est menacé par les revendications d'autonomie des nationalités qui le composent. Alors qu'il fréquente les académies militaires, institutions les plus modernistes et les plus patriotes, germe chez Kemal l'idée qu'il est investi d'une mission historique, mettre fin à la décadence. Mustafa Kemal, avec ses camarades, lisait en cachette des poésies patriotiques, il faisait circuler des textes qui étaient interdits, et il y avait donc tout un courant souterrain, si vous voulez, d'opposition au régime d'Abdulhamid, donc à l'autoritarisme du système. Il contestait le pouvoir autoritaire du sultan. La plupart des écoles, et notamment l'école de guerre, étaient des foyers de libéralisme et de patriotisme. En 1908, le comité Union et Progrès prend le pouvoir. C'est la révolution jeune turque. Encore appelée unioniste, cette branche des jeunes turcs restaure la monarchie constitutionnelle suspendue par le sultan Abdulhamid. À partir de 1913, le gouvernement jeune turc est dirigé par le triumvirat Enver, Cemal et Talat. Mustafa Kemal a alors 27 ans et compte parmi les officiers révolutionnaires influencés par les Lumières et la Révolution française. Mais Kemal suscite la méfiance de certains jeunes Turcs qui l'éloignent en le nommant à des fonctions militaires dans des provinces reculées de l'Empire. Enver Pacha, de toutes les manières, n'accepte aucune concurrence et avait une politique de terre brûlée au sein même de l'armée. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, l'Empire ottoman se range aux côtés des Allemands. Au printemps 1915, alors que le gouvernement jeune turc se déshonore en perpétrant le génocide arménien, Mustafa Kemal ne participe pas au massacre. Au moment des tueries, il participe avec habileté à la défense du détroit stratégique des Dardanelles. 1918, à 37 ans, Kemal est élevé au rang de héros national, tandis que sous la conduite du gouvernement jeune turc, l'Empire est défait. Au moment de la signature de l'armistice, l'Empire est dans un très mauvais état. L'Empire est sous contrôle complet ou majeur des Alliés. C'est un général victorieux dans un empire qui est défait. En octobre 1918, l'armistice de Mudros signe le dépaissement de l'Empire. Révolté, Kemal tente en vain de provoquer la constitution d'un gouvernement nationaliste. Responsables de la défaite, les membres du gouvernement jeune turc prennent la fuite. Pour Kemal, c'est l'occasion de jouer le rôle auquel il aspire depuis longtemps. Au moment de l'armistice, les armées turques ont été démobilisées et il est envoyé par le sultan, donc en mai 1919, il a en quelque sorte une mission officielle, si vous voulez, du gouvernement ottoman qui a été mis sur pied après l'armistice. Il est envoyé en mission officielle, donc comme inspecteur de l'armée de l'Anatolie orientale et pour procéder à la démobilisation, si vous voulez, en fait, de cette armée. Et c'est là que il va en fait enfreindre cette mission et organiser une résistance en Anatolie orientale. Il y a quelques bandes armées qui commencent à organiser une résistance. Une partie des notables des provinces, notamment de la Méditerranée, de la côte méditerranéenne, commencent à organiser une résistance. Et ces notables sont des notables qui se sont considérablement enrichis par l'extermination des Arméniens et la réappropriation de leurs biens. Et dans les provinces kurdes, les religieux kurdes ainsi que les notables kurdes commencent à mettre en place une résistance. Là encore, la raison est identique parce que ces dignitaires kurdes ont lourdement participé à l'extermination des Arméniens. Donc ces mouvements secrets, et ce dont ils ont besoin, c'est d'une coordination, d'une force centrale et d'un projet politique. Parce que les uns et les autres hésitent, ils disent non à l'occupation et dépassement, mais pour faire quoi ? Et donc c'est la grande force de Mustafa Kemal, d'une part de rassembler ces différents rivières d'opposition et de leur apporter un projet politique, ce qu'il fait par 2 congrès au printemps 19. Le traité de Sèvres d'août 1920, signé entre le gouvernement ottoman et les Alliés, ne laisse à l'Empire que 15% du territoire qu'il contrôlait depuis 5 siècles. Pour les nationalistes, le sultan a trahi. De son côté, la résistance à l'occupation est progressivement unifiée sous le commandement de Kemal depuis Ankara. Après la victoire finale sur les Grecs,
entre 1922 et 1924, au moins 900 000 chrétiens fuient l'ex-empire, tandis que 400 000 musulmans de Grèce rejoignent la nouvelle Turquie. Ajoutés au génocide arménien, ces déplacements de population mettent fin à la mosaïque ethnique ottomane. Commence pour Kemal le temps de la conquête du pouvoir. La victoire de Mustafa Kemal en 22 est le début d'une lutte politique, parce que pour beaucoup de gens, l'épisode d'Ankara, c'était une parenthèse. Et une fois la victoire et la paix obtenues, bon, la capitale serait de nouveau Istanbul, on retournerait au sultanat constitutionnel avec le Parlement à Istanbul, etc., etc. Le leadership de Mustafa Kemal Atatürk avait été accepté en sa qualité militaire et non pas en sa qualité politique. Au contraire, y compris ses compagnons de route, le considéraient comme un guide qui allait aboutir à la libération et qui allait s'effacer. Or, Mustafa Kemal, en utilisant cette trahison du sultan, au lieu de changer de sultan, comme les jeunes Turcs ont fait en 1909, a eu la possibilité de jeter le bébé avec l'eau du bain aussi, et c'est ainsi que nous avons eu la République. La conférence de Lausanne, qui débute le 21 novembre 1922, est destinée à régler les conditions de la paix. À l'inverse des jeunes Turcs qui avaient souhaité préserver le modèle impérial et califal, Mustafa Kemal veut se restreindre aux frontières anatoliennes de la Turquie et rompre avec son passé impérial. Les Alliés ont invité à la fois les nationalistes victorieux de la guerre d'indépendance et le gouvernement du sultan. Kemal saisit cette occasion pour faire voter, par la Grande Assemblée nationale mise en place à Ankara, l'abolition du sultanat le 1er novembre 1922 et s'impose ainsi comme seul interlocuteur des Alliés. Jusqu'à ce jour, le monarque cumulait deux pouvoirs, l'un politique et temporel à travers le sultanat, l'autre spirituel et symbolique à travers le califat. Dorénavant, il n'y aura plus de sultan, mais un calife. Ce calife est dépourvu de tout pouvoir politique. Les pourparlers de Lausanne durent 8 mois. Signé en juillet 1923 par Ismet Pacha, le représentant de Mustafa Kemal, le traité de Lausanne aboutit au départ des troupes alliées. Si l'on considère le traité de Lausanne par rapport au traité de Sèvres qui avait été imposé par les Alliés en 1920, il est certain que c'est une victoire considérable, puisque en fait, un certain nombre de dispositions qui réglaient les rapports entre l'Europe et l'Empire ottoman, comme les capitulations, par exemple, qui maintenaient l'Empire dans une sorte d'état second, de seconde zone, si vous voulez, ont disparu. Donc il y a la pleine indépendance et reconnue au nouvel État, ce qui est absolument considérable. Si vous voulez, par ailleurs, on ne parle plus de la possibilité de créer un État arménien ni une autonomie kurde. Tout ceci est passé à l'histoire avec le traité de Lausanne. Le 29 octobre 1923, la Grande Assemblée nationale turque proclame la République et élit Mustafa Kemal président. Kemal nomme Ismet Pacha Premier ministre et pour rompre avec l'histoire de l'Empire, fixe la capitale de la Turquie à Ankara. Dernière étape de cette révolution, après avoir supprimé le sultanat, Mustafa Kemal fait abolir le califat le 3 mars 1924. Depuis, le monde musulman n'a jamais retrouvé de direction spirituelle unique. Cette décision provoque des remous en Turquie et dans le monde musulman. Sa suppression ne jette pas l'anathème sur Kemal. À 42 ans, Kemal, le stratège militaire, s'impose comme un fin tacticien politique. Ce califat unique, si vous voulez, qui n'était plus un sultanat, risquait d'être le foyer d'une opposition précisément au nouveau pouvoir de Mustafa Kemal, et parce que, au fond, dans la mesure où il voulait créer un nouvel État centré sur l'Anatolie et le nationalisme turc, il n'avait plus aucun usage, si vous voulez, des musulmans à l'extérieur d'une Turquie nationaliste, turque, républicaine. Autoritaire, Kemal entend disposer d'un pouvoir fort. Il fait taire les différentes oppositions, a fortiori lorsqu'elles peuvent être présentées comme une menace pour l'intégrité du pays.
C'est le cas en 1925, lors de la révolte kurde, que Kemal fait réprimer dans le sang. À partir de 1924-1925, les partis d'opposition et les syndicats sont interdits. Un véritable culte de la personnalité entoure le chef suprême. Durant l'été 1926, Kemal déjoue une tentative d'assassinat, connue sous le nom de complot de Smyrne, fomenté par quelques anciens jeunes Turcs d'Union et Progrès. Le complot était extrêmement limité, fomenté par 2 ou 3 personnes qui n'avaient pas d'assises sociales, qui ne représentaient pas un courant politique. Mustafa Kemal a eu le génie d'utiliser ce complot pour donner une vision de la Turquie comme menacée par les ennemis de l'intérieur, voire par les ennemis de l'extérieur. Le complot donc a permis en grande partie à Mustafa Kemal de s'imposer comme le chef unique. En 1927, à l'occasion du 4e anniversaire de la fondation de la République, Kemal prononce un discours où il compte avec emphase sa propre épopée. Le récit, resté dans les annales sous le nom de Nutuk, qui signifie discours en turc, dure 36 heures, réparties sur plusieurs jours. Le Nutuk est effectivement une coupure dans la première phase de la République de Turquie, puisque c'est l'occasion pour Mustafa Kemal d'écrire, ou plus exactement de réécrire les événements à sa manière. Il s'inscrit dans un débat qui a commencé déjà à la fin de l'Empire ottoman, même bien avant 1908, le projet de changement de civilisation. Autrement dit, seul le changement de civilisation, l'accès à la civilisation occidentale, qui signifierait la sortie des ténèbres asiatiques, permettrait à la nation turque de survivre. Entre 1924 et le début des années 30, Kemal réalise l'essentiel de son œuvre. Cette nouvelle législation bouleverse profondément le quotidien des Turcs, au risque de provoquer des traumatismes au sein d'une société encore largement rurale et influencée par les valeurs religieuses. Mais Kemal veut aller vite. Il ne souffre pas que son programme puisse être remis en cause. Les réformes sont donc menées tambour battant. La République ayant été créée, le califat ayant été supprimé, il engage donc toutes ces grandes réformes qui tendent à séculariser la religion sur un modèle que nous connaissons parfaitement, parce que c'est le modèle laïque de la République française, c'est le modèle dans lequel l'Église n'est pas contestée, l'Église n'est pas, comme chez Lénine et les soviétiques, il n'y a pas de politique athéiste, mais c'est une politique où l'institution religieuse, si on peut parler d'institution religieuse pour l'islam, doit être réservée à la vie privée. En 1924, Kemal place tous les établissements d'enseignement sous le contrôle de l'État et supprime définitivement les tribunaux religieux. En 1925, il réforme le code vestimentaire et impose le port du chapeau. Cette disposition, qui vise à interdire le port du fez et des couvre-chefs religieux tels que les turbans, est contestée et conduit le régime à exécuter une centaine de récalcitrants. La même année, Kemal interdit les confréries qui encadraient la vie de nombreux Turcs et adopte en remplacement du calendrier musulman le calendrier grégorien. En 1926, il fait adopter un code civil qui pose l'égalité entre la femme et l'homme et abolit la polygamie. 3 ans plus tôt, Kemal avait d'ailleurs épousé civilement Latifé, contrairement aux usages qui voulaient que les noces soient préalablement célébrées religieusement. Kemal et son épouse Latifé divorceront 1 an après leur mariage, sans avoir eu d'enfant. Toujours en 1926, il fait voter des codes pénal et commercial, également fondés sur le modèle des codes européens. En 1928, il fait retirer de la Constitution la mention « L'islam est la religion officielle de l'État ». La même année, il fait dire la prière du vendredi en turc. Toujours en 1928, Kemal fait remplacer l'alphabet arabe par l'alphabet latin. Une commission d'experts préconise l'application de cette réforme en plusieurs années. Kemal décide qu'elle se fera en quelques semaines ou ne se fera pas. L'usage des caractères arabes est interdit et les livres sont réécrits dans le sens qui convient au régime. Cette mesure est la plus radicale et la plus perturbante pour la société turque. Elle consacre la rupture avec le monde arabo-musulman, déjà consommé par la sortie de la Syrie, de la Palestine et de l'Irak, des frontières de la Nouvelle-Turquie, et par l'abolition du califat. Kemal est un modernisateur, mais il n'est pas un démocrate. C'est sur cette ambiguïté que se fonde alors la République turque. Ne souffrant aucune forme de contestation, il donne un tour de plus en plus autoritaire à son régime, le faisant se rapprocher des modèles dictatoriaux de l'époque.
même si la nature du pouvoir kémaliste fait débat parmi les historiens. Le régime s'est rendu compte que les risques d'explosion, de contestation radicale étaient là. Donc, le régime a décidé de changer radicalement de méthode et de se projeter dans un autre cadre, un cadre révolutionnaire, et non pas exclusivement dans un cadre de gouvernement réformateur. L'élite kémaliste a décidé effectivement d'avoir une politique de mobilisation de masse et surtout d'encadrer totalement la jeunesse pour transformer la jeunesse en fer de lance, en quelque sorte, de la révolution kémaliste. On a bien l'impression, effectivement, qu'il y a quelque chose du style fasciste, donc avec des organisations que l'on appelle les maisons du peuple, qui sont chargées d'apporter la bonne parole, si vous voulez, du parti. Durant les années 30, séduit par les questions répandues à cette époque de race et de peuplement, Kemal tente d'imposer une vision raciale de l'histoire de l'Anatolie, qui représente depuis le traité de Lausanne l'essentiel du territoire de la Turquie. On sait tous que les Turcs sont arrivés en Anatolie au XIe siècle, que l'Anatolie a été grecque, arménienne, kurde, assyro-chaldéenne, arabe, tout ce qu'on veut, mais certainement pas turc. Du coup, il devient extrêmement urgent de s'approprier l'Anatolie, d'avoir l'acte de propriété de l'Anatolie. Et cet acte de propriété a été obtenu par la réécriture totale de l'histoire. L'Anatolie a été décrite comme turque depuis des millénaires et des millénaires. Malgré cette tentation autoritaire, Mustafa Kemal complète son œuvre réformatrice sous le regard approbateur des puissances occidentales. En 1932, la Turquie adhère à la Société des Nations. En 1930, Kemal crée la Banque centrale de la République turque. Le libéralisme économique affiché dans les années 20 est abandonné en raison des effets négatifs de la crise de 29. Kemal opte dès lors pour une économie plus dirigiste et étatiste. En 1932, l'appel à la prière n'est plus lancé en arabe, mais en turc. En 1934, les femmes obtiennent le droit de voter et de se présenter aux élections, soit 15 ans après les Allemandes, mais 11 ans avant les Françaises. Les femmes turques se rendent en nombre dans les bureaux de vote. En 1934, il crée un état civil et impose aux Turcs de porter des patronymes. Il se voit alors attribuer le nom d'Atatürk, ou père turc. En 1935, il franchit un pas supplémentaire dans l'adoption du modèle de société occidentale. Le dimanche devient le jour de repos hebdomadaire. En 1937, le terme laïcité fait son entrée dans la Constitution. C'est à Istanbul que Kemal meurt d'une cirrhose le 10 novembre 1938, à l'âge de 57 ans. Son premier ministre, İsmet İnönü, le remplace à la tête de l'État. La Turquie fait à Mustafa Kemal Atatürk de grandioses et émouvantes funérailles. Toute la population d'Istanbul, étreinte par une immense douleur, vient s'incliner devant la dépouille de l'homme qui, en 15 années, accomplit une révolution sociale sans précédent dans l'histoire des peuples musulmans. C'est pourquoi le peuple turc lui a donné le surnom d'Atatürk, père des Turcs. C'est évidemment un bilan contrasté que l'on peut tracer de la Turquie parce que les changements, les réformes ont affecté d'une manière finalement très inégale le pays. La modernisation du cadre de vie, l'occidentalisation des mœurs également, si vous voulez, finalement ça a accentué d'une certaine façon, ça a contribué à accentuer certaines inégalités en Turquie entre les villes et les campagnes.